Originaire de la région du Cap, cette espèce est toujours peu connue et peu répandue dans les collections. Et pour cause, sa culture est difficile car elle est sans cesse attaquée par des champignons. Voir la vidéo numéro 117 de 2007 où je présente cette espèce en parlant de ce champignon qui empêche la propagation de cette plante. Et pendant de longues années, j'ai cherché la neutralisation de ce champignon. Actuellement, je n'ai plus ce champignon car je cultive cette espèce sur ses propres racines, ce qui a provoqué un développement très lent, sans empêcher la floraison, mais simplement un ralentissement dans la cadence de celle-ci et le nombre des fleurs. Mais pour accélérer la floraison de cette espèce, je l'ai greffé sur Caralluma gigantea. Le greffage est très facile, son taux de réussite avoisine les 100%. Il peut se pratiquer tout au long de l'année. J'ai réussi des greffages même pendant l'hiver, en période de repos des plantes. Pendant cette période d'hiver, il faut le pratiquer en appartement très aéré et très sec. Ce porte-greffe Caralluma gigantea est très vigoureux, ce qui provoquait systématiquement un développement rapide du greffon et la production de ce terrible champignon. Celui-ci, je l'ai neutralisé en cultivant cette espèce sur ses propres racines. Greffé au développement rapide, j'allais retrouver le même problème de champignon. Pour le neutraliser, il me fallait ralentir le développement de cette plante greffée en la faisant souffrir et lui donner très peu de nourriture. Quelques années plus tard, le greffon et le porte-greffe ont vieilli en prenant cette teinte grisâtre. Mais surtout, je la cultive sur un substrat pauvre et argileux, ce qui m'a provoqué un développement lent et sain sur les quelques rameaux de cette plante greffée, dont le développement est quand même supérieur à la plante non greffée, ce qui provoque l'augmentation de la floraison et la cadence de celle-ci. Sans avoir ce problème de champignons, c'était là le but recherché. Avec le greffage, j'ai surtout obtenu une floraison très abondante, apparaissant le plus souvent au sommet, mais aussi tout au long de la tige, s'épanouissant par intermittence du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, en donnant ces fleurs curieuses qui se présentent plus ou moins colorées, plus ou moins poilues tout au long de l'été, de l'apparition du bouton jusqu'à la fin de leur épanouissement. Elle me donne ces superbes images variables que je vous laisse admirer. Sur le même pied et suivant les années, la coloration des fleurs est variable. Pour bien fleurir, cette espèce a besoin d'être cultivée près du vitrage, à l'endroit le plus chaud de la serre. Ces fleurs, très particulières, en forme de parabole, peuvent atteindre 8 cm de diamètre. Elles s'épanouissent par temps très chaud et durent plus de 8 jours. Elles ont aussi cette particularité d'être poilues comme la peau d'un animal et d'être souples comme du cuir, ce qui permet de la triturer sans dommage pour celle-ci. Elle reprend immédiatement sa position naturelle. Avec ses poils,
sa couleur, son odeur animale et l'œil fécondé par les mouches. Malheureusement, sur mes 30 ans de culture de cette espèce, je n'ai obtenu qu'une seule fois des fruits. C'est là un élément supplémentaire de la rareté de cette espèce. Pas de fruits, pas de multiplication en nombre. Et c'est bien dommage, cette espèce, le Houdia béni, a une floraison des plus intéressantes. La particularité de cette fleur, c'est qu'elle ressemble à la peau d'un animal qui aurait une vilaine blessure qui est en train de s'infecter. Comme le serait cette blessure à problème sur cette jambe humaine. En mettant les deux images côte à côte, la ressemblance est parfaite. C'est très étonnant et en admirant mes fleurs, je me pose toujours cette question. Quels sont les critères ou les événements qui ont fait évoluer cette espèce pour obtenir une telle perfection d'imitation?